ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour une vidéo que je vais essayer de ne pas faire trop durer parce que, en fait, je ne vais pas parler forcément de mes tops ou mes flops 2025. Je vais plutôt parler de mes livres préférés 2025. Il n'y en a pas eu forcément 25. En même temps, j'ai pas tout noté. Et comme des fois, j'ai une espèce d'obsession de vouloir faire plusieurs, enfin, de vouloir regrouper plusieurs lectures en une thématique, ça fait que bah, des fois, j'y arrive pas. Donc, il y a des bouquins que j'ai sûrement oublié de noter et oublié, ce qui n'est pas très grave, ma foi. Je vais pas forcément les avoir sous la main parce qu'il est très tard, je suis pas très raisonnable de l'enregistrer à cette heure-là, mais donc, je vais vous parler des livres qui ont été les plus marquants pour moi en 2025. Au niveau des classiques, ça va être... donc c'est des livres qui ont été essentiellement lus sur la chaîne. Il y a par exemple le Horla de Maupassant. Je parle pas spécialement du recueil de nouvelles, le Horla, je crois qu'il en compte 3, parce que ma rencontre avec Maupassant, elle est assez mitigée. Il y a des nouvelles que j'aime beaucoup, dont le Horla. Il y en a d'autres que je trouve sympas et il y en a d'autres qui me laissent relativement fraîche. Et le Horla de Maupassant, par contre, je trouve qu'elle est très bonne. Pourquoi parce que ça complète à mes yeux vraiment le code, les codes du genre du fantastique, du sous-genre de fantastique, où on a un narrateur qui, on ne sait pas exactement s'il sombre dans la folie ou s'il subit une présence inquiétante dans une maison de la campagne normande. Tout ce qu'on sait, c'est que il y a probablement des incidents, peut-être qu'il se fait des idées, il y a des verres d'eau, des verres de lait qui sont vidés la nuit quand il dort dans cette maison. Il sent une présence, il voit des fois quelque chose un petit peu dans les reflets, dans les miroirs, etc. Et quand il s'éloigne de cette maison, ça va, ça va mieux. Mais quand il y retourne, ça s'empire. Et comme c'est un bonhomme, évidemment, il y retourne et évidemment, ça s'empire, ça ne finit pas très bien. La version du Horla que j'ai lue, c'était la version journal ou qui était datée, etc., avec des fois des entrées qui étaient très succinctes, hein, mais je sais qu'il existe une autre version, je ne sais pas si elle est plus efficace ou pas, mais en tout cas celle que j'ai lue sous forme de journal, je la trouvais très efficace parce que ça faisait presque une espèce de compte à rebours où on voyait au fur et à mesure de l'avancée dans le temps la dégradation de l'état du narrateur, qui, il me semble bien, n'est pas nommé. Donc c'est une nouvelle que j'ai vraiment appréciée, que j'avais sûrement déjà lue au collège, voire au lycée. Je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, elle me laisse une impression d'inquiétante étrangeté que je trouve... Enfin, je l'ai trouvée vraiment très efficace. Elle est quand même pas mal angoissante. Un autre classique plus récent, que j'ai lu plus récemment et qui est plus récent aussi, c'est Les Mutinées de l'Elseneur de Jack London. Euh, donc Jack London, c'est un auteur qui a écrit beaucoup autour du nature writing, l'homme face à la nature, face aux éléments, etc. Il écrit pas mal aussi des personnes qui sont issues de classes sociales défavorisées. C'est quelqu'un qui a bourlingué, qui a été journaliste, qui a fait plein de choses, qui a connu la pauvreté, la grande pauvreté, et qui est mort jeune, malade. Et Les Mutinées de l'Elseneur, c'est un livre qu'il a écrit dans un contexte particulier parce qu'il souffrait de ce qu'on appelait à l'époque une dépression alcoolique. Donc est-ce que c'était des symptômes de manque? Je ne sais pas exactement. Mais disons que Jack London, qui je pense déjà au quotidien n'était pas forcément un guéluron, là c'était encore pire. Et de quoi ça cause, les mutinées de l'Elseneur? Donc c'est aussi quelque chose que j'ai lu sur la chaîne pour tous les classiques. Euh, le narrateur, Pat Hearst, est un écrivain ou un journaliste, il me semble, qui ne va pas très bien et qui a pris
il a pris un billet pour monter sur un des derniers voiliers qui va en fait faire le tour de l'Amérique latine enfin, il part des États-Unis, il fait le tour de l'Amérique latine jusque 40e rugissant, 50e hurlant, il remonte pour se retrouver du côté Pacifique, il me semble. Il me semble que c'est de ce côté-là. Donc autant dire que c'est pas la petite promenade de santé et c'est un des derniers voiliers. Pourquoi? Parce que les bateaux vapeurs commencent à beaucoup prendre la place des voiliers qui sont amenés à disparaître parce que l'avancée de la technologie fait que. Et c'est un personnage qui ne va pas bien et qui, au cours de ce voyage, va aller mieux par la force des choses. Parce que il se retrouve en fait sur un bateau où, on va dire, le recrutement de marins a été un petit peu fait un peu peut-être par-dessus la jambe. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas formées au métier de marin qui vont être recrutées, notamment des gens qui ne sont jamais montés sur un bateau, des gens qui sortent de prison, des gens qui souffrent de troubles mentaux, des gens qui sont issus généralement plutôt des classes sociales défavorisées, mais qui viennent également de différents groupes ethniques, etc. Donc des gens qui ne sont pas forcément amenés à s'apprécier. Donc autant dire que c'est une cocotte minute qui va faire le tour des États-Unis, de l'Amérique latine et remonter. Donc évidemment, ça va pas bien se passer, sachant que ça s'appelle les mutinées de l'Elseneur. Donc on se doute bien qu'il va se passer quelque chose. Il y a parmi les personnages qui sont nommés, qui sont caractérisés parce que les marins ne sont pas tant que ça caractérisés. On a le capitaine West qui met un très sérieux, une très sérieuse barrière entre lui et ses hommes, qui n'échange quasiment que avec son second qui est Monsieur Pike, qui est un lieutenant. Il y a un autre lieutenant aussi qui s'appelle Monsieur Meller. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de violence physique, psychologique qui est subie, qui est faite par Pike et Meller, grosso modo. Et il y a une femme dans ce voyage qui est Marguerite West, la fille du capitaine. Je vous laisse découvrir. Donc c'est un livre qui est libre de droit si vous voulez le regarder. Je l'ai trouvé, il me semble, en PDF mais j'ai préféré le lire en fait en livre parce que je l'avais trouvé en boîte à livres. Mais c'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Tout ce qui est description des éléments, de la nature, le comportement des hommes, c'est pas mal. C'est quand même assez pessimiste. C'est pas forcément une lecture que je vous conseille si ça va pas très fort ces temps-ci. Ce qui est aussi valable pour le Horla et ce qui est aussi valable pour les Hauts du Hurlevent, troisième livre classique que j'ai énormément apprécié cette année. Les Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë. C'était pour moi une deuxième lecture parce que je l'avais déjà lu en audio, lu par Thiboudou Boudou, la créatrice de contenu sur YouTube notamment. Et les Hauts du Hurlevent, on est, il me semble, au début du 19e siècle, dans un petit village un peu paumé quelque part en Angleterre. C'est un livre qui se passe avec une double temporalité où on a d'un côté le présent avec un locataire qui arrive dans une maison qui va essayer c'est un peu un gars de la ville en fait qui plutôt aisé, qui a envie en fait de se mettre un peu au vert et qui va essayer de nouer une amitié avec le propriétaire qui est Heathcliff. Heathcliff, c'est pas le gars le plus amical du coin, soyons clairs. Et il est très envahissant, ce locataire-là, ce qui fait qu'il va aller voir son propriétaire et essayer de se faire inviter alors qu'il neige et compagnie, donc évidemment il va attraper la crève. Et la gouvernante d'Heathcliff va aller filer un petit coup de main au locataire parce qu'il est un peu malade à crever. Et pendant qu'elle est là et qu'elle s'occupe de lui, elle va lui raconter en fait toute la vie de Monsieur Heathcliff, le propriétaire, et de la famille à qui précédemment appartenaient les Hauts du Hurlevent, ou je ne me souviens plus l'autre nom de l'autre maison. Mais enfin, il y a une petite fusion en gros de deux propriétés.
Et donc on plonge dans le passé, il va y avoir une alternance comme ça entre le passé et le présent, où Nelly continue à raconter la vie de Heathcliff, donc ce qui s'est passé dans le passé. Et Heathcliff, on va apprendre que c'était un enfant perdu qui a été recueilli par Monsieur Earnshaw et ramené chez lui, et il décide de l'élever comme son fils et l'impose à sa famille, donc à sa femme, à son fils biologique, à sa fille biologique. Évidemment, les gamins sont pas très ravis d'avoir un nouveau frère, et la femme n'est pas très ravie d'avoir un nouveau gamin non plus, d'autant plus que il devient quasiment le fils préféré de Monsieur Earnshaw, ce que va bien lui faire payer le fils biologique de Monsieur Earnshaw, donc Hindley, quand les parents vont mourir et que Hindley va devenir le maître à bord. En plus, se noue une relation très particulière avec Catherine, la fille de Monsieur Earnshaw, parce que Heathcliff et Catherine sont très très fusionnels, ils ont beaucoup de mal à se détacher l'un de l'autre. Ils commencent à nouer une relation qui est très toxique, dans la mesure où ça prend tellement de place dans leur vie, l'un prend tellement de place dans la vie de l'autre, que l'autre ne peut plus envisager sa vie sans l'autre. La phrase n'était pas terrible, mais l'un comme l'autre, en fait, sont incapables d'imaginer leur vie sans l'autre. Et c'est pour ça que je dis que c'est une relation qui est toxique, parce que c'est too much. On est vraiment dans le too much. C'est quelque chose qui va partir un peu vraiment en cacahuète. D'autant plus que je crois que Heathcliff n'a jamais été adopté officiellement par Monsieur Earnshaw, ce qui fait qu'il n'a aucun droit sur les terres, l'héritage, etc. Ce que va bien lui rappeler Hindley quand il va devenir le chef de famille. Donc autant dire que ça finit pas fort fort bien. Mais c'est un livre que je vous conseille, je trouve qu'il est intéressant à lire, même si c'est quand même d'une cruauté sans nom parfois. Donc encore un livre à ne pas lire quand ça va pas trop bien. Par contre, là où vous pouvez y aller, bon, il y a des choses qui peuvent être un peu tristes, c'est les contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Je vais pas pouvoir en parler énormément parce que ma lecture remonte, je crois, au début de l'année 2025, et c'est des contes, donc c'est des petites choses. Je me souviens qu'il y en a quelques-uns qui vont être... ils ne sont pas tous des contes merveilleux. Il y en a où, il me semble bien qu'il y a la petite sirène, il y a la Reine des Neiges, il me semble bien aussi. C'est pas joie et bonheur partout. Il y a des contes qui vont être très mignons, beaucoup plus réalistes, qui vont être sur l'amitié, sur des choses comme ça. J'ai adoré le style de Andersen, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je vous conseille en fait d'essayer d'aller voir un peu ce qui se fait, ce que Andersen a fait, pour voir si ça vous convient ou pas. Et tous ces 4 livres-là sont libres de droit et ont été lus sur la chaîne. Donc je vous mettrai les liens en barre d'informations si vous voulez, ou vous cherchez vous-même. On est le mardi 6 janvier, il est minuit 34, j'ai de la neige sur la terrasse. On va parler de livres qui se passent à Noël. Donc qui se passent à Noël, ou dont une des thématiques est Noël. Le Noël rebelle de Sylvain Le Sapin de Céligno, donc c'est publié chez Publishroom Factory, qui est donc un prestataire. C'est en auto-édition avec une très jolie couverture de Lucie Friconnet, Lucie F Illustration sur Instagram. On est dans un conte pour enfants, où dans le village fictif de Winterthal, un village des Alpes, le petit Sacha est en âge d'aller à l'école, et il n'est pas ravi du tout d'y aller. Par contre, comme il avance en âge, comme il est grand maintenant, son père lui autorise et l'encourage à planter de lui-même un petit sapin dont il aura l'entière responsabilité, un sapin qu'il va appeler Sylvain. Donc on a Sylvain ici, et on a aussi une petite brebis. La petite brebis, c'est Estelle, un mouton Shropshire, qui sont les seuls moutons en fait qui peuvent désherber au pied des sapins sans manger les pousses de sapin. Donc il y a une espèce de symbiose entre les deux espèces.
l'une ne nuisant pas à l'autre. Et à part ça, qu'est-ce qui se passe donc? On a un petit gamin qui grandit, qui rentre à l'école et ça se passe pas trop trop top. On est dans un petit village tranquille, mais il y a un projet de station de ski qui se profile, ce qui arrange certains habitants, mais pas d'autres parce ils aiment bien leur tranquillité. C'est un roman c'est un conte aussi, c'est peut-être un petit peu une fantaisie animalière avec des sapins qui parlent, des moutons qui parlent aussi et qui essayent de se faire comprendre par les humains qui ne peuvent pas, ne sont pas outillés pour communiquer avec eux. Et ça parle de grandir, ça va aborder un petit peu les thématiques de harcèlement scolaire. Est-ce que ça vaut bien le coup de travailler beaucoup pour mettre sa famille à l'abri et moins la voir? Ça va parler de ce genre de choses et je pense que c'est vraiment une lecture qui peut convenir tout à la fois à des enfants qui commencent à lire, qui ont 7-8 ans, qu'à des collégiens, pourquoi pas, pour un côté un petit peu régressif, et même à des adultes. Moi, honnêtement, c'est un livre que j'ai corrigé, donc je l'ai lu plusieurs fois, et je lui ai trouvé un côté vraiment doudou, qui va vraiment avec la saison. Il y a de la neige sur la terrasse. Lisez-moi ce bouquin. Deuxième livre que j'ai également corrigé, c'est Un goût de deuxième chance, de Johann von Haff. Très rapidement. C'est une histoire de deuxième chance. Un couple qui s'est séparé 13 ans auparavant parce que l'homme est parti sans laisser d'adresse, sans même donner son véritable nom à Indira, qui s'est révélée enceinte et qui a mené cette grossesse jusqu'au bout et qui a toujours plus ou moins attendu que cet homme ressurgisse dans sa vie et jusqu'à ce qu'il le fasse. Mais Gage avait de très bonnes raisons de ne pas lui avoir donné de nouvelles. Et Gage n'a jamais oublié non plus Indira et revient en fait en Afrique australe, qui est un pays fictif, qui est enclavé entre le Botswana et l'Afrique du Sud. Un pays qui a basculé 13 ans plus tôt dans la guerre civile, et Gage et Indira n'étaient pas forcément aux bonnes places lorsque ce pays a basculé dans la guerre civile. Dit comme ça a l'air d'être lourd, mais c'est un livre qui est vraiment très doudou aussi. Vraiment nickel pour la saison. Ça se passe à Noël, même si c'est pas forcément une fête qu'il fête parce que le Indira n'est pas chrétienne. Gage, il n'a pas trop l'habitude de le fêter, mais ça se passe à Noël, au soleil. Et c'est tout doux, c'est mignon. On a un adolescent de 13 ans, Bada, qui est absolument adorable. Et c'est quelque chose qui finit bien et qui fait du bien à l'âme. Et c'est bien écrit. Et c'est bien corrigé aussi. Autre livre que j'ai vraiment adoré, dont je vous avais parlé, il me semble, il y a quelques semaines, c'est Jingle Braze de Kenneth McCallow aux éditions Pélagie. On va suivre, j'ai oublié les prénoms, on va suivre une jeune femme qui fait un espèce de pari à la con, autant le dire, avec son ex, comme quoi si elle ne gagne pas un concours de danse irlandaise, elle quitte la ville. On est à Hockey Choral, et si elle gagne, c'est lui qui quitte la ville. Donc elle se retrouve un petit peu dans la mouise parce que elle ne s'entendait plus avec son mec, donc ils se sont séparés. Elle ne s'entend toujours pas avec son ex, maintenant qu'il s'est mis avec une autre femme. Et je ne sais plus comment... Clairvy, elle s'appelle Clairvy. Clairvy, elle a son petit caractère. Il y a toute une galerie de personnages qui sont absolument très drôles, notamment sa meilleure amie, sa patronne, et on va l'appeler l'Écossais parce que beaucoup de personnages appellent cet homme-là un Écossais, alors qu'il est gallois. Et il y a un truc qui est vraiment... Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est très vrai, très réaliste, qui est à la fois très comédie romantique. C'est tout doux parce que Clairvy ne voit pas justement que le fameux Écossais qui est censé lui donner des cours de danse irlandaise, chercher l'erreur,
qui est gallois, il a un petit crush pour Clairvy. C'est beaucoup de comiques de situation. Je crois que je l'ai lu en avril-mai par là, et j'ai trouvé ça drôle. C'était vraiment, vraiment choupi comme lecture. Et je trouve que c'est de saison parce que il y a de la neige sur ma terrasse. Et on est le 6 janvier. Écoutez, Noël, c'est il y a pas si longtemps que ça. J'ai lu plusieurs nouvelles ou recueils de nouvelles qui m'ont toutes plu. Il y a Radiophonie, plus récemment, de Mina Jacobson. C'est les éditions Flash Fiction du Loftanger Club, la maison d'édition de Loftanger Club. C'est une maison d'édition avec laquelle je suis en partenariat, parce qu'ils m'ont offert l'abonnement. Parce que si vous voulez lire les Flash Fiction, il faut s'abonner en fait. Je pense que vous pouvez aller voir sur leur site internet comment le faire, parce que la campagne Ulule est clôturée depuis fin novembre. Et donc Radiophonie de Mina Jacobsen, c'était une nouvelle d'une vingtaine de pages où on avait une vieille femme qui vivait toute seule sur une planète et qu'elle avait refusé de quitter avec les autres personnes qui s'en étaient enfuies, parce que sur cette planète, il reste la dernière baleine qui continue à chanter, mais qui est toute seule, et plus personne ne lui répond. Et on est dans une ambiance un peu de fin du monde, parce que je ne me souviens plus exactement quel événement fait que ça va finir. Je crois que l'étoile est en train de mourir, leur soleil est en train de mourir. Et même s'ils savaient depuis un moment les différentes planètes en fait qui se croisent de temps en temps, que leur soleil mourait, ils ont choisi de mettre leurs moyens ailleurs, ce qui fait que on est vraiment dans une ambiance de fin du monde parce que la fin du monde arrive. Et il y a toute une histoire aussi où cette vieille femme qui vit toute seule depuis des années, qui écoute des émissions de radio de temps en temps, qui espère avoir de nouveau des contacts avec sa fille qui est partie vivre sur une autre lune. Oh, il y a quelque chose de vraiment tellement doux sur essayer de essayer de se reconnecter en fait avant de se dire adieu. Et le style était fabuleux. Ça me donne envie de chialer rien que d'y repenser à cette nouvelle. C'est vraiment une nouvelle que j'ai adorée. J'ai adoré. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de voir sur le site des éditions Loftanger Club. C'est 12 nouvelles que vous allez recevoir l'année 2026 dans votre boîte aux lettres. Si vous vous abonnez maintenant, vous n'allez avoir que à partir du mois de février, j'imagine. Et vous aurez accès en fait à un PDF ou un e-pub peut-être des anciennes nouvelles sur un espace qui vous sera dédié sur leur site, si j'ai bien compris. J'ai lu aussi toujours du Loftanger Club dans le cadre d'un service de presse, Les Feux de la Révolte, qui était leur 3e pulp. Donc les éditions Loftanger Club sont spécialisées dans le pulp et des nouvelles surtout. C'est plutôt des nouvelles de l'imaginaire ou plutôt policier aussi, policier thriller il me semble. Les Feux de la Révolte, c'était une dizaine ou une douzaine de nouvelles, ça remonte un petit peu, je ne veux pas être très précise. Il y avait par exemple Le Rocher et l'Épée. Le roi n'était pas le seul monstre du royaume. Dans un univers fantasy très fouillé, d'anciens ennemis s'allient pour renverser un roi, sauver le royaume et protéger les change-formes. La rumeur qu'il existe une épée capable de renverser un roi qui n'attend que son héros dans un rocher. Une nouvelle à chute, donc. Il y avait Les mécas ne pleurent pas. Donc, Le Rocher et l'épée, c'était de Antoine Vanel. Les mécas ne pleurent pas, c'était de Aude Lapadu-Argue. Je ne suis qu'un vendeur de rêves. Dans un Japon futuriste, les mécas, les bleus pour les taches courantes, les rouges qui ont l'apparence de certaines personnes précises, servent les humains.
Akai vit une journée comme les autres, ses actions programmées, mais une erreur l'a fait dysfonctionner et lui donner un certain libre arbitre. La violence est humaine, les représailles seront méca. Il y avait le congrès des exorcistes perdus de Michael Rochois. Il est nécromancien, a vaincu la mort et souhaite en avertir le monde. Il se rend donc à un congrès scientifique dans un château solitaire en plein cœur d'une île déserte et espère devenir célèbre. Mais c'est sans compter ses concurrents et les questions existentielles. Pour ou contre le cannibalisme? Les fantômes ont-ils le droit d'exister? Les congrès ont-ils une utilité? Milkomeda Club de Marie Thorne, dans un bordel où diverses races extraterrestres travaillent, le tenancier tente de joindre les deux bouts. Mais les descentes de police et un mouvement de révolte d'extraterrestres souhaitant défendre leurs droits, viennent mettre en danger son commerce. Une très mauvaise journée pour le propriétaire du bordel, en somme. Qu'un sang impur abreuve nos citrons de Morgan Guilhem, qu'il mange donc des quetchs. Quand des orques entrent en révolte contre la pénurie de citrons qui les prive de tarte au citron, voici la réponse de la reine du royaume. Un espoir sans borne. Mon père m'avait toujours dit que c'était à la fois ma plus grande qualité et mon plus indécrottable défaut. Cette nouvelle m'a vraiment fait rire devant l'absurdité de la situation et des réactions et le décalage de nos références culturelles dans cet univers orquin. Il y avait un village de Noénat. Les gens ne se pressent ainsi qu'affligés d'une mauvaise nouvelle. Un village recroquevillé sur lui-même, dehors des monstres. Mais une visiteuse blessée parvient à franchir les frontières et se glisser dans une maison. Il existe des lieux où on ne sacrifie pas ses semblables pour protéger sa propre vie. On enferme pour se protéger ou pour se contenir. Une narration au tu, comme tuer, rondement menée, un style enlevé, précis, net, incisif, une très belle lecture. La colère ne grondait point de Quentin Fourreau. Des inondations, il en avait vu tant et tant, qu'il lui semblait comprendre le langage de la moisissure. Très jolie citation. Une fantaisie animalière sur fond de révolution en pleine période de Covid. Je crois que c'était dans des terriers, il me semble. C'est décalé, irrévérencieux, hilarant, avec un style presque médiéval. Une conjuration de Herminien Ingot. Leur doctrine prônait donc une reconnaissance officielle de l'individualité de chacun d'entre nous. Au sein d'un culte à la déesse, ceux qui servent ce culte ne sont qu'une foule indistincte, jusqu'à ce que des dissidents pensent autrement et que le courant de pensée entier se mette à changer. Apportez-moi la tête de Louise Michel de Basile Lebré, une jeune femme à qui le conseil de la commune a confié une mission. Elle doit porter un colis au-delà de Paris. Lorsqu'on ne peut plus revenir, on ne peut qu'avancer. Dans les souterrains de Paris, le danger est partout. Versaillais, communards, créatures. Tout est original ici. Narration, scénario, univers. Une plume ciselée, un danger oppressant. Quand Tankman s'éveillera, très bonne nouvelle, je m'en souviens. Olivier Boile. Dans mes veines bouillonne le sang du héros qui se tint seul face au char. Une journaliste américaine d'origine chinoise rencontre Tankman qui la rattache à ses racines, leur apporte du sens. Et cette rencontre va changer leur vie. Étudiants se tenant face au tank sur la place Tiananmen, 30 ans avant, celui qui est peut-être un super-héros chinois choisira-t-il de sortir de l'ombre? Donc on est bien chez un super-héros chinois. La maison de poupée de Bérénice Spera, je m'en souviens aussi. Elle ne pleure jamais, je crois qu'elle ravale ses larmes. C'est sûrement cela que contiennent toutes ces bouteilles. Une poupée de porcelaine prend vie et s'ouvre à ce qui est autour d'elle. Alors que sa créatrice subit un quotidien mortifère. Une thématique forte, un parallèle très bien trouvé, une plume poétique. Et enfin, le boom des émotions de Marianne Dos Reis. Elle était drôle celle-là. Dans un Paris futuriste, les émotions sont contrôlées par des puces intégrées sous la peau des gens. Quand les émotions déferlent, boum! 3 amis sont réunis dans une course contre la montre ou contre la mort. On échange notre liberté contre la paix d'esprit, plus besoin de penser, de se poser de questions. Et si les émotions nous étaient quand même nécessaires? Et si penser n'était pas dangereux? Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, les pulps du Loftanger Club, vous pouvez les acheter sur leur site internet, soit sous format pulp, donc ça fait un format un peu magazine si vous voulez. Et s'ils ne sont plus disponibles en physique, vous pouvez aussi les acheter en numérique, donc format PDF, EPUB, il y a peut-être d'autres formats, je ne m'en souviens plus. Allez voir
sur leur site internet. Ensuite, le service des dames de Jean-Philippe Jaworski, au mouton électrique. Le service des dames fait partie de January Vera, il me semble, le recueil de nouvelles de Jean-Philippe Jaworski. C'est dans l'univers du Vieux Royaume. On est dans un univers qui est plutôt médiéval, fin du Moyen-Âge, avec des chevaliers. Il y a une partie de cet univers, ça fait penser un petit peu à la Renaissance italienne, dans des grandes villes-États, etc. Mais le service des dames, on est avec le chevalier aux épines, que je ne connais pas plus que ça, parce que je l'ai lu là dans le service des dames, et je l'ai lu dans une autre nouvelle de January Vera, mais je l'ai lu en audio, donc je vais être assez light. En gros, on a un chevalier qui est peut-être tout seul, peut-être avec un écuyer, je me souviens plus, qui doit se rendre d'un point A à un point B, mais il doit passer par un pont qui passe par-dessus une rivière. Sauf que la dame du château du coin a dit « Ce pont-là, plus personne ne va dessus, il n'y a pas droit ». Donc le chevalier, il est un petit peu dans la merde parce qu'il se dit si je dois faire un détour, ça va me prendre plusieurs jours, fait chier. Donc il part voir la fameuse dame. Cette dame-là, de mémoire, c'est une femme veuve. Son mari est mort à la guerre parce que c'est deux seigneurs locaux qui se sont fichus sur la tronche et son mari a été tué, peut-être en duel, peut-être dans une bataille, je m'en souviens plus. C'est une dame qui a une main de fer dans un gant de fer, grosso modo, et qui va demander du coup au chevalier, il me semble, d'aller buter le gars qui a tué son mari. C'est pas la veuve éplorée non plus. Je ne me souviens plus exactement, parce que la nouvelle, c'est une nouvelle que j'ai lue il y a cet été, je pense. On est dans une ambiance et dans un langage très médiéval. C'est peut-être pas trop accessible aux plus jeunes parce que c'est violent et parce que le langage est soutenu et le langage est médiéval. Donc pour les lecteurs les moins chevronnés, faut garder le dictionnaire à côté. J'ai beaucoup aimé et je pense que c'est ce qui m'a un peu fait plonger dans le monde du Vieux Royaume parce que je vous l'avais dit dans la précédente vidéo là sur ce que j'avais envie de faire cette année, c'est que en fait, je ferai une vidéo sur le Vieux Royaume, peut-être courant février-mars, quand j'aurai tout écouté. Parce que j'ai écouté Si vous voulez gagner la guerre, je suis en train d'écouter la fin de January Vera, et il y a un autre recueil qui s'appelle Le Sentiment du fer, il me semble. Ça fera l'objet d'une vidéo. Et il y a 3 romans ou 3 recueils de nouvelles sur le Chevalier aux épines, qui fera l'objet d'une autre vidéo aussi, parce que ce sont des livres audio que j'écoute sur Audible, mais qui sont quand même assez conséquents. Gagner la guerre, c'était 45 heures. Par contre, January Vera devait tourner autour de 12 heures, Le Sentiment de fer 6 heures, et Le Chevalier aux épines, on est sur des bouquins de 10-15 heures, il me semble. Donc c'est quand même conséquent, ce qui veut dire que le Chevalier aux épines, ça sera dans 6 mois, 6-9 mois. Mais c'est un monde très prenant. J'adore la plume de Jean-Philippe Jaworski. On sent que c'est un gars qui est très cultivé et c'est vraiment quelque chose à lire. Pas à mettre entre toutes les mains non plus parce que on va dire qu'on est vraiment dans du Morally Grey avec des personnages qui savent ce qui est bien, ce qui est mal, mais qui le font quand même, si vous voulez. Parce que rien à foutre. Mais c'est vraiment... Enfin, c'était une très bonne nouvelle et c'est un univers qui est super. Le club de Michel Pagel aux moutons électriques aussi. Donc les moutons électriques, c'est une maison d'édition qui a fermé, il me semble, en début d'année. Ce qui faisait que j'avais acheté des box en fait. Et le club était une autre de ces nouvelles. Il y en avait encore une autre, mais qui était très SF, que j'ai pas aimé du tout. Le club, j'ai vraiment aimé, mais c'est quand même c'est un bouquin que je n'ai pas conservé parce que je vais vous expliquer de quoi ça cause. Le club, c'est une réécriture du Club des 5. Le Club des 5, c'est des romans d'aventure pour enfants, avec des personnages enfants qui résolvent des énigmes, un petit peu en mode un peu Alice détective, pour ceux qui connaissent. Le Club des 5, c'était donc des gamins, on va dire,
plutôt de primaire, donc des petits jusqu'à des grands de 10 ans, 12 ans, ouais, début collège, qui étaient, il me semble, dans une station balnéaire anglaise, quelque chose comme ça. Et il y a... de mémoire, il n'y avait pas... Ce sont des livres que je n'ai pas lus, hein, le Club des Cinq, il me semble pas. Ou alors, il y a très longtemps. Mais il me semble qu'il n'y a pas forcément de... Ce sont des livres qu'on peut lire indépendamment les uns des autres, parce que parfois, en fait, d'un livre à l'autre, les choses changent, ce qui faisait qu'il n'y a pas vraiment de continuité. C'est des bouquins feuilletons, en fait. Et Michel Pajal a fait une réécriture de ce club-là et de ces personnages-là, adultes et en France. Et le truc que j'ai trouvé très intéressant, par contre, dans ce livre-là, on était peut-être plus sur une novella, pour Service des Dames aussi, mais le club était quand même assez... le club, c'était un assez gros bouquin. Euh, cette réécriture était très intéressante parce qu'elle jouait justement sur le côté méta de la réécriture avec des personnages qui avaient des espèces de réminiscences de leur enfance, mais de leur enfance en Angleterre. Ce qui ne va pas avec le fait qu'ils sont dans leur village d'enfance en France. Vous voyez, il y a ce côté un peu méta où on a des personnages qui sont conscients d'être des personnages, pour certains. On est sur des personnages qui se doutent qu'il y a des trucs qui clochent dans la matrice, si vous voulez. Et c'est une histoire qui va basculer dans le thriller parce que un moment, en fait, le tissu de la réalité va un peu se froisser et il y a un des persos qui va un peu basculer. Je l'ai trouvé très efficace, mais si vous voulez, moi, le Club des Cinq, je l'ai pas lu, ou très peu, peut-être quand j'étais toute petite, et j'ai pas vraiment d'affinité ou d'attache au Club des Cinq, ce qui fait que je pense que ça peut marcher très fort avec des gens qui ont lu de manière plus assidue que moi le Club des Cinq quand ils étaient petits. Mais franchement, c'est un livre à lire, je pense, mais peut-être que vous allez plus l'apprécier si vous étiez fan du Club des Cinq, ce qui n'était pas mon cas. Autre recueil de nouvelles dont j'ai lu une petite moitié, c'est Rendez-vous avec la nuit, qui est un service de presse et qui est un recueil collectif de nouvelles autour de la thématique Rendez-vous avec la nuit, où 54 auteurs ont écrit 54 nouvelles. Là, par contre, je ne vais pas vous faire un récap de la vingtaine de nouvelles que j'ai lues parce que ça va être beaucoup trop long. Mais c'est un recueil de nouvelles qui est gratuit, qui est mis à disposition en téléchargement gratuit sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations. C'est un recueil qui va être multigenre. On va avoir autant de l'historique, du contemporain, de la littérature blanche, de la romance, de la SF, du policier, de la fantasy, etc. On est plutôt vraiment sur du livre, sur des histoires pour adultes, donc pas vraiment pour enfants, plutôt pour adultes, grands adolescents. Je trouve que le recueil est très qualitatif et vous allez en fait retrouver à chaque nouvelle et à chaque auteur les coordonnées, enfin l'Insta, le Facebook ou le site internet de l'auteur, si vous voulez voir ce qu'ils ont fait de plus. Et moi, c'est vraiment... j'ai découvert des vraiment jolies plumes. Et il faudrait que je prolonge un petit peu. Déjà, il faudrait que je finisse la lecture de ce recueil de nouvelles. Promis, je vais essayer de m'y mettre là. Enfin, non, c'est pas que je vais essayer de m'y mettre, c'est qu'en janvier-février, je finis de le lire pour clore un peu l'histoire, parce que là, j'exagère. Et, et oui, je vous ai pas dit non plus, ce sont des auteurs qui ont suivi la formation LICAR. C'est l'Institut des carrières littéraires qui propose 2 types de formations pour le moment. C'est la formation devenir écrivain, projet best-seller, où ils accompagnent en fait des auteurs, aspirants auteurs dans la conception de leur roman de A à Z. Et une formation aussi à destination des auto-édités, où là on est plus sur le marketing du livre et la communication, etc. Et
donc Rendez-vous avec la nuit, je pense que c'est des auteurs qui étaient plus du côté de devenir écrivain, projet best-seller, il me semble. Salut, je conclus la vidéo que j'ai tournée hier parce que je vais pas tourner la suite tout de suite parce que la vidéo est déjà suffisamment longue. Donc, on va se retrouver d'ici quelques semaines pour la suite de mes lectures préférées de 2025. Je vais essayer d'intercaler autre chose comme vidéo de lecture du mercredi entre-temps et je vous dis donc à samedi pour... Surprise, la première nouvelle de la Dimension Fantastique ou Les Dimensions Fantastiques, une anthologie présentée par Barbara Sadoul. Ça sera L'Homme au sable de E.T.A. Hoffmann et le dimanche pour la suite de Shirley de Charlotte Brontë. Et pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai lancé un bingo de lecture et d'écriture sur Instagram et je suis en train en fait de me faire une petite pile à lire, mais je vais pas faire de vidéos typiquement sur de vidéos pile à lire. Je vais surtout vous faire une vidéo quand j'aurai lu des bouquins de cette pile à lire. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il y aura mercredi prochain. Je vous souhaite un très bon mercredi, passez une très belle journée et restez au chaud parce que ça caille. Salut!